23 milliards, des manifestations, des accusations de pillage et une France qui affirme désormais être panafricaniste. Alors une question, qu'est réellement venu chercher Emmanuel Macron au Kenya? Pendant 26 minutes, nous allons décortiquer le vrai bilan du sommet Afrique-France. Si la France avait vraiment tourné la page de la France-Afrique, pourquoi cherche-t-elle aujourd'hui un nouveau terrain d'influence? Et justement, le choix du Kenya n'a rien d'un hasard. En réalité, Nairobi raconte à elle seule les nouvelles batailles d'influence qui se jouent aujourd'hui en Afrique. Depuis plusieurs années, les relations entre la France et une partie de l'Afrique francophone traversent une véritable crise. Au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, les tensions se sont multipliées. Des bases militaires françaises ont été fermées. Des manifestations anti-françaises ont éclaté. Et surtout, un discours souverainiste de plus en plus fort s'est installé dans les opinions publiques africaines. Beaucoup de jeunes Africains remettent désormais en question la place historique de Paris sur le continent. Et dans ce contexte, choisir le Kenya n'est pas anodin. La France semble vouloir tourner une page symbolique. En organisant ce sommet dans un pays anglophone d'Afrique de l'Est, Paris veut montrer qu'elle ne regarde plus seulement l'Afrique à travers son ancien espace francophone. Désormais, elle veut parler à toute l'Afrique. Et le Kenya représente exactement cette Afrique que Paris veut aujourd'hui séduire. Une Afrique dynamique, tournée vers le numérique, les startups, l'innovation, les investissements et les nouvelles technologies. Nairobi est devenue l'une des capitales africaines les plus influentes sur le plan économique et technologique. Certains l'appellent même la Silicon Savannah africaine. Parallèlement, les analystes panafricanistes voient surtout une stratégie de repositionnement. Car la réalité, c'est que la France sait que son influence traditionnelle en Afrique s'est affaiblie. Alors Paris cherche un nouveau souffle ailleurs, dans des pays où son image est moins associée au passé colonial ou encore aux tensions militaires. À côté de cela, il y a que la concurrence mondiale en Afrique devient extrêmement intense. Aujourd'hui, la Chine construit des infrastructures. La Russie avance sur le terrain sécuritaire. La Turquie multiplie les partenaires économiques. Les pays du Golfe investissent massivement et même l'Inde renforce sa présence. L'Afrique est donc devenue l'un des grands terrains stratégiques du monde. Dans cette bataille d'influence, le Kenya apparaît comme une porte d'entrée incontournable. C'est un hub régional, une puissance diplomatique, un centre financier, mais aussi un partenaire très connecté aux grandes dynamiques internationales. En venant donc à Nairobi, Emmanuel Macron cherche aussi à montrer que la France veut rester un acteur important dans l'avenir économique du continent. Seulement, malgré les discours sur le partenariat d'égal à égal, beaucoup d'Africains restent méfiants. On y voit surtout une façon pour les grandes puissances de sécuriser leurs intérêts économiques dans un continent devenu stratégique pour l'avenir du monde. Au fond, le choix du Kenya démontre que la France a compris que l'Afrique a changé. Les rapports de force évoluent. Les peuples africains parlent désormais de souveraineté, de contrôle des ressources, de monnaie, de sécurité et d'indépendance stratégique avec une intensité nouvelle. La déclaration sur la fin du précaré français, lorsque Emmanuel Macron déclare au Kenya que l'ère du précaré français en Afrique francophone est terminée. Il reconnaît là que la relation entre la France et l'Afrique a profondément changé, parce qu'il faut le dire clairement. Pendant des décennies, la France a entretenu avec plusieurs pays africains une relation particulière, très critique. Une relation faite d'influence politique, de présence militaire, de liens économiques privilégiés, mais aussi d'ingérence et de dépendance. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Et aujourd'hui, cette époque semble de plus en plus contestée. Croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré,
où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé. Quand Macron parle de la fin du précaré, il parle aussi d'une réalité que Paris ne peut plus ignorer. L'Afrique change, les opinions publiques changent, les jeunes Africains changent. Et surtout, une partie du continent ne veut plus être considérée comme une zone d'influence réservée à une puissance étrangère. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont marqué cette rupture de manière extraordinaire. Expulsion des forces françaises, montée des discours souverainistes, manifestations anti-françaises. Quelque chose s'est bien sûr cassé dans la relation entre Paris et une partie de l'Afrique francophone. Et au fond, la déclaration de Macron ressemble presque à un aveu. La France comprend qu'elle ne peut plus gérer l'Afrique comme avant. Parce que dans les faits, la France ne quitte pas l'Afrique, elle essaye plutôt de se repositionner, moins dans une logique militaire visible et davantage dans une logique économique, technologique et diplomatique. Et c'est justement pour cela que le choix du Kenya est important. Pourquoi Nairobi? Pourquoi un pays anglophone d'Afrique de l'Est et non un pays du traditionnel espace francophone? Parce que Paris cherche aujourd'hui de nouveaux relais d'influence. La France comprend que le centre de gravité africain évolue. L'Afrique de l'Est monte en puissance économiquement et stratégiquement. Le Kenya devient une plateforme régionale majeure. Et dans le même temps, la France perd du terrain dans certaines zones du Sahel. Autrement dit, ce sommet peut être considéré comme une tentative de redéploiement géopolitique, d'autant plus que la France n'est plus seule en Afrique. La Chine construit, on l'a dit, des infrastructures. On a rappelé que la Russie avance sur le terrain militaire. On a rappelé que la Turquie développe des partenariats commerciaux et militaires. Les pays de Golfe, de leur côté, investissent également. Alors les États-Unis reviennent également avec la bataille technologique et les minerais stratégiques. Mais malgré les changements de temps, les rapports restent encore déséquilibrés. On parle de coopération, mais les matières premières africaines continuent souvent, et peut-être même tout le temps, d'être exportées sans véritable transformation locale. On parle de souveraineté, mais la question du franc CFA continue d'alimenter les débats. On parle d'égalité, mais nous avons encore le sentiment que les décisions importantes concernant l'Afrique se prennent ailleurs. Donc, lorsque Macron affirme que le précaré est terminé, certains répondent « Très bien, mais la domination économique, elle, a-t-elle vraiment disparu ?» Mais Emmanuel Macron ne va pas s'arrêter là. Après avoir annoncé la fin du précaré français en Afrique, le président français va prononcer une autre phrase, beaucoup plus explosive. Une phrase qui va immédiatement faire réagir sur les réseaux sociaux africains et relancer le débat sur la place réelle de la France en Afrique. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Cette phrase d'Emmanuel Macron a probablement été l'un des moments les plus commentés de ce sommet Afrique-France. Parce que en Afrique, le panafricanisme n'est pas un mot banal. Ce n'est pas simplement un slogan politique ou une formule diplomatique. Le panafricanisme touche à quelque chose de profond, l'histoire des luttes africaines, la souveraineté, la dignité et le rêve d'une Afrique capable de décider par elle-même. Alors quand beaucoup d'Africains entendent le mot panafricanisme, ils pensent à des figures comme Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Cheikh Anta Diop. Des hommes qui ont porté l'idée d'une Afrique libre, unie et indépendante face aux dominations extérieures. Alors forcément, lorsque le président français affirme « les vrais panafricanistes, c'est nous », la réaction est immédiate. Pour certains, c'est une phrase mais vraiment incompréhensible. Pour d'autres, une provocation. Et pour beaucoup,
une tentative de récupération politique. Parce qu'il faut être honnête, dans une partie de l'opinion africaine, la France reste encore associée bien sûr à la France-Afrique, au réseau d'influence, au franc CFA, aux interventions militaires et à une relation souvent jugée déséquilibrée. Du coup, entendre Paris se présenter aujourd'hui comme panafricaniste crée forcément un choc. Mais cette phrase montre surtout que la France a compris que le discours panafricaniste prend désormais une place énorme en Afrique. Ce qui était autrefois un courant militant ou intellectuel devient aujourd'hui une véritable force politique et populaire. Les questions de souveraineté, de contrôle des ressources, d'indépendance économique ou monétaire occupent désormais le centre des débats africains. Et Paris le sait, c'est pour cela que le discours français change. Avant, on parlait surtout d'aide au développement, de coopération ou d'assistance. Aujourd'hui, le vocabulaire est différent. Paris parle désormais de partenariat d'égal à égal, de jeunesse africaine, de souveraineté, d'investissement, de respect mutuel et même de panafricanisme. En réalité, la France essaye de parler le langage de la nouvelle génération africaine. Mais le problème, c'est que beaucoup d'Africains ne veulent plus seulement entendre de beaux discours. Ils veulent voir des changements concrets. Et justement, peut-on réellement se présenter comme panafricaniste tout en restant au cœur du système hérité de la France-Afrique? Et là, la question du franc CFA revient immédiatement. La question des intérêts économiques aussi. La question des bases militaires également. Et c'est pour cela que cette phrase a autant circulé sur les réseaux sociaux, parce qu'elle touche à quelque chose de très émotionnel. Le droit des Africains à raconter eux-mêmes leur propre histoire et leur propre combat. Mais en même temps, cette sortie d'Emmanuel Macron démontre que la France comprend qu'elle ne peut plus parler à l'Afrique comme avant. Aujourd'hui, les opinions africaines sont beaucoup plus critiques, beaucoup plus connectées et beaucoup plus sensibles aux questions de souveraineté. Et finalement, derrière cette polémique, l'on se rend compte que le panafricanisme n'est plus un discours marginal, un discours de sauvage. Il est devenu un acteur central de la bataille géopolitique autour de l'Afrique. Et justement, après, les mots, les symboles placent désormais à l'argent, 23 milliards d'euros. Et au fond, le partenariat que nous voulons pour ce sommet Africa Forward, le partenariat auquel je crois entre l'Afrique et l'Europe, c'est un partenariat au service de la paix, de la prospérité et de cette indépendance, de cette autonomie stratégique. Il est très puissant et c'est, si nous arrivons à le faire, ce qui nous permettra au fond de rebâtir ensemble un ordre multilatéral qui est tellement bousculé, qui nous fragilise, dont les dérives nous touchent d'ailleurs les uns et les autres, et au fond d'être une source d'avenir pour chacun. 23 milliards d'euros, le chiffre peut sembler énorme. Mais très vite, l'on se demande, est-ce réellement à la hauteur des ambitions affichées par la France pour tout un continent? L'annonce des 23 milliards d'euros a été présentée par Emmanuel Macron comme l'un des grands marqueurs du sommet Afrique-France au Kenya. Paris parle d'investissement dans l'énergie, le numérique, l'intelligence artificielle, les infrastructures ou encore l'agriculture. Officiellement, il s'agit d'accompagner l'Afrique dans sa transformation économique et de bâtir un partenariat d'égal à égal. Mais très rapidement, cette annonce suscite aussi des critiques. Oui, 23 milliards d'euros, cela paraît énorme dans un discours politique. Mais lorsqu'on parle d'un continent de plus d'1 milliard d'habitants, confronté à des besoins colossaux en infrastructure, en industrialisation, en énergie, en santé, en technologie ou en éducation, certains estiment que ce montant est bien sûr une moquerie. Comment une puissance comme la France peut-elle prétendre vouloir transformer ou accompagner l'Afrique avec 23 milliards d'euros alors que les besoins africains se chiffrent en centaines de milliards chaque année? C'est pourquoi cette annonce ressemble beaucoup plus à une opération politique et médiatique qu'à une véritable révolution économique. D'autant plus que dans le même temps, plusieurs multinationales occidentales continuent de réaliser des profits énormes grâce
aux ressources africaines. Pétrole, uranium, cacao, cobalt, lithium, gaz, terres rares. L'Afrique reste l'un des principaux fournisseurs de matières premières stratégiques au monde. Et pourtant, le continent demeure encore fortement dépendant économiquement. D'où la contradiction entre les paroles et les faits. Parce qu'un continent qui contribue énormément à l'économie mondiale reçoit en retour des montants parfois jugés dérisoires au regard des richesses qu'il produit. Annoncer 23 milliards comme un geste historique peut même apparaître comme une forme de décalage, voire de moquerie face aux réalités économiques africaines. Et la comparaison devient encore plus frappante lorsqu'on observe les chiffres mondiaux. Certaines multinationales technologiques ou énergétiques réalisent parfois davantage de bénéfices en une seule année. Certains plans de relance occidentaux atteignent des centaines de milliards. On évalue d'ailleurs l'aide de la France à l'Ukraine en moins de 4 ans à plus de 30 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette annonce? Ces investissements serviront-ils d'abord les intérêts des Africains ou les intérêts stratégiques français? La France sait aujourd'hui qu'elle perd progressivement du terrain face à d'autres puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie, la Turquie ou les pays du Golfe. Ce sommet ressemble donc aussi à une tentative de repositionnement stratégique dans une Afrique devenue centrale pour l'économie mondiale. Mais derrière les milliards, les promesses et les grands discours sur le partenariat, un silence va planer tout au long du sommet Afrique-France. Un silence lourd, presque impossible à ignorer, celui du Sahel. Car même absents de Nairobi, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont probablement été les pays les plus présents dans tous les esprits. Emmanuel Macron ne va pas le nier. Il y a un coup d'État au Mali. Vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout où il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée, nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. Retrait de ce club. Cela ne signifie pas que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie de cette rencontre. Les grands dirigeants d'Afrique de l'Ouest seront présents. Et au-delà de tout cela, nous sommes très attentifs également à la société civile, y compris la société civile des pays du Sahel et de leur présence ici. Nous pouvons être en désaccord avec des gouvernements ou des régimes, mais nous ne sommes pas en désaccord avec la population, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et tous ces peuples, nous les aimons, et toutes ces sociétés civiles sont impliquées dans cette société. Il y aura de très nombreux artistes, intellectuels, entrepreneurs qui viennent de ces... Je répondrai à votre question. Le président français explique qu'il garde une forme d'amertume vis-à-vis des dirigeants sahéliens, notamment après les ruptures diplomatiques, le départ des forces françaises et les accusations répétées contre Paris. À travers sa phrase « J'en veux beaucoup à ces dirigeants », Macron laisse entendre qu'il estime que les autorités de l'AES ont volontairement cassé les relations avec la France. Mais dans le même temps, il cherche aussi à faire une distinction entre les régimes militaires et les populations. Il insiste sur le fait que la France n'est pas en conflit avec les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Macron défend également l'idée que ces régimes se sont eux-mêmes éloignés des cadres régionaux comme la CEDEAO et des partenariats traditionnels avec la France. Il justifie ainsi leur absence du sommet Africa Forward, mais seulement quand Emmanuel Macron affirme depuis Nairobi qu'il en veut beaucoup aux dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger
Il trahit simplement la difficulté pour la France d'accepter le basculement géopolitique actuellement en cours au Sahel. Depuis plusieurs années, Paris perd progressivement son influence dans cette région stratégique. Les forces françaises ont été poussées dehors. Les accords militaires ont été dénoncés. Les discours anti-impérialistes se sont multipliés et surtout les États de l'AES ont adopté un discours de souveraineté et de rupture avec l'ancienne influence française. Et au fond, c'est précisément cela qui semble encore difficile à digérer pour Paris. Pendant des décennies, la France a occupé une place centrale dans plusieurs pays du Sahel, militairement, diplomatiquement, économiquement, politiquement. Le dispositif français faisait partie de l'architecture régionale. Mais aujourd'hui, cette architecture se démantèle progressivement. Et lorsque Macron déclare qu'il en veut à ses dirigeants, beaucoup de panafricanistes africains entendent surtout une autre chose, la frustration d'une puissance qui voit son influence historique contestée. Car d'un point de vue africain, l'on se demande pourquoi des pays africains n'auraient-ils pas le droit de choisir librement leurs partenaires stratégiques. Pourquoi le rapprochement avec la Russie devient-il immédiatement un problème géopolitique majeur pour Paris? Pourquoi la remise en cause des accords militaires provoque-t-elle autant de tensions? Pourquoi certains choix souverains africains sont-ils encore perçus comme des ruptures ou des trahisons lorsqu'ils s'éloignent des intérêts occidentaux? Inutile de rappeler que les États africains doivent pouvoir décider d'eux-mêmes, de leur alliance, de leur modèle sécuritaire, de leur partenariat économique et de leur orientation diplomatique sans subir de pression extérieure. Et c'est précisément ce que les États de l'AES ont réussi à transformer en récit politique. Qu'on partage ou non leurs méthodes, ils ont imposé une idée devenue extrêmement puissante dans une partie de l'Afrique, celle de la reconquête de la souveraineté. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la sortie de Macron, c'est qu'il tente immédiatement de distinguer les dirigeants des peuples. Comme pour dire que la France n'a pas de problème avec les populations africaines, seulement avec leurs dirigeants actuels. Mais là encore, cette lecture est contestée parce qu'une partie importante des opinions publiques sahéliennes a justement soutenu ces ruptures avec la France. Les manifestations anti-françaises au Mali, au Burkina Faso ou au Niger n'étaient pas uniquement des décisions gouvernementales. D'ailleurs, elles traduisaient aussi une colère populaire accumulée depuis des années contre les interventions militaires jugées inefficaces, contre le sentiment d'ingérence, contre la dépendance économique et contre ce que beaucoup considéraient comme une relation déséquilibrée. Une grande partie de la jeunesse africaine ne regarde plus la France avec le même regard qu'avant. Elle est plus connectée, plus politisée sur les questions de souveraineté et beaucoup plus sensible au discours panafricaniste, et le Sahel représente justement un traumatisme stratégique majeur pour Paris. Et justement, malgré tous les discours sur le respect mutuel et le partenariat d'égal à égal, un incident va profondément relancer les critiques contre Emmanuel Macron, contre la France. Un moment qui, pour beaucoup d'Africains, révèle que derrière le nouveau langage diplomatique, certaines attitudes n'ont pas réellement changé. Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. Cet épisode a spécialement marqué les réseaux sociaux africains. Pas forcément parce qu'il s'agissait d'un grand incident diplomatique, mais surtout à cause de l'attitude d'Emmanuel Macron pendant la scène. Face à une salle apparemment agitée et à des interruptions pendant un panel du sommet Afrique-France, le président français décide d'interrompre les échanges et parle d'un manque total de respect. Une réaction qui, pour beaucoup d'Africains, a immédiatement rappelé une vieille critique souvent adressée à la France, celle d'un ton paternaliste et condescendant dans sa manière de parler à l'Afrique, car très vite, l'on se demande, le président français aurait-il adopté le même ton face à un public américain, chinois ou européen? Nous sommes d'accord que la réponse est non.
Alors cette réaction donne le sentiment que certains responsables occidentaux continuent encore d'aborder l'Afrique avec une posture d'autorité ou de supériorité implicite, comme si l'Afrique devait rester disciplinée, écouter et respecter certains codes, même lorsque les tensions ou les critiques existent. Et surtout, cet épisode rappelle immédiatement une autre séquence devenue célèbre, celle avec l'ancien président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Et bien lors d'un déplacement à Ouagadougou en 2017, Emmanuel Macron avait commenté le départ temporaire de Kaboré de la salle en déclarant « Il est parti réparer la climatisation ». Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit. Et donc, je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens. Mais chacun a son rôle. Voilà, merci pour votre question. Même si l'Élysée avait présenté cela comme de l'humour, beaucoup d'Africains avaient très mal vécu cette sortie parce qu'elle avait été perçue comme une forme d'humiliation publique et surtout comme le symbole d'une attitude jugée arrogante envers les dirigeants africains. Et plusieurs années plus tard, l'incident du Kenya réactive exactement cette mémoire collective. On a l'impression qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir des scènes du genre. Mais pendant que les dirigeants échangeaient dans les salles du sommet, une autre Afrique faisait entendre sa voix à l'extérieur. Une Afrique plus en colère, plus méfiante et beaucoup plus radicale sur la question de l'influence étrangère. Les images ont marqué. À Nairobi, en marge de ce sommet, plusieurs manifestants se sont mobilisés contre Emmanuel Macron et contre l'influence française sur le continent. Pancartes, slogans, critiques contre la France-Afrique, dénonciation du néocolonialisme. Ces manifestations traduisent surtout une montée de la conscience souverainiste sur le continent. Une partie de la jeunesse africaine ne veut plus simplement entendre parler de coopération ou de partenariat. Elle veut comprendre les rapports de force réels derrière les discours diplomatiques. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle dépendante économiquement malgré ses immenses ressources? Pourquoi les matières premières continuent-elles d'être exportées sans transformation locale? Pourquoi certaines puissances étrangères gardent-elles autant d'influence sur les décisions stratégiques africaines? Ces questions occupent désormais une place centrale dans les débats africains. Aujourd'hui, les jeunes Africains suivent donc la géopolitique en temps réel. Ils comparent les discours aux réalités. Ils regardent les interventions militaires, les accords économiques, les questions monétaires, les multinationales, les ressources minières. Et surtout, ils expriment leur colère publiquement. Au final, ce sommet Afrique-France au Kenya aura surtout montré une chose. La relation entre Paris et l'Afrique est entrée dans une nouvelle phase. Une phase beaucoup plus tendue, beaucoup plus contestée, mais aussi beaucoup plus révélatrice des profondes transformations géopolitiques en cours sur le continent. Entre les 23 milliards annoncés, les discours sur le panafricanisme, les tensions autour du Sahel, les manifestations anti-Macron et les débats sur la souveraineté, ce sommet aura exposé toutes les contradictions de la présence française en Afrique. D'un côté, la France affirme vouloir tourner la page de la France-Afrique et construire un partenariat d'égal à égal. Mais de l'autre côté, une partie croissante de l'Afrique
continue de voir dans certaines attitudes, certains mécanismes économiques et certaines postures diplomatiques les traces persistantes de l'ancien système. Pourtant, aujourd'hui, l'Afrique ne veut plus être un terrain d'influence ou un marché stratégique, mais davantage de respect, davantage de souveraineté et surtout le droit de définir elle-même ses propres intérêts. Finalement, le vrai message sorti de Nairobi est peut-être celui-ci. La France tente encore de convaincre l'Afrique, mais l'Afrique, elle, est devenue beaucoup plus difficile à convaincre qu'avant.